à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit épisode de la Minute Actu, l'émission qui vous décrypte l'actualité automobile. Retrouvez le Comes Time en fin de vidéo ainsi que la question pour le prochain épisode, et si vous êtes curieux, eh bien le sommaire est dans la description de cette vidéo. Bref, 74e épisode de la Minute Actu, allez c'est parti. Alors, il y a quelques mois, je vous parlais du projet de fusion avorté entre le groupe FCA et Renault. Alors visiblement les Américains sont chauds patates et chercheraient un partenaire à tout prix, vu que l'on parle désormais d'un projet de fusion entre le groupe FCA et le groupe PSA. Projet de fusion à parts égales qui a d'ailleurs été confirmé. Un autre groupe français, c'est quand même flatteur, non? Alors toutes les spécificités de l'accord sont quand même techniques et complexes, donc on va pas trop rentrer là-dedans, hein. Allez lire ce qu'ont dit les économistes là-dessus. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce sera intéressant. Pour commencer, ce sera intéressant au niveau des hommes. Car au sommet de la gouvernance de cette nouvelle entité, on aura d'une part Carlos Tavares, actuel PDG du groupe PSA, et d'autre part John Elkann, actuel PDG du groupe FCA. Le premier assurera tout ce qui est conduite opérationnelle de cette nouvelle entité, et le second, eh bien, présidera le conseil d'administration. Intéressant ensuite, car on peut s'attendre à voir plusieurs synergies industrielles voir le jour. Disons-le, les marques du groupe FCA sont un petit peu en perdition, hein. Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, c'est quand même un peu chaud pour elles, quoi. En plus, si vous regardez mes vidéos, vous savez que le groupe FCA est à la ramasse complet en matière d'électrification. Même s'il faut tout de même reconnaître que leurs marques américaines, notamment Jeep, Ram, etc., se portent très bien outre-Atlantique. Alors que le groupe PSA, il se porte déjà plutôt bien de base, j'ai envie de dire. D'autant plus que, par exemple, Peugeot bénéficie même d'une augmentation, ou plutôt d'une amélioration de son image de marque, qui est considérée un petit peu plus premium qu'auparavant. Mais surtout, et c'est là le plus important, c'est que le groupe PSA a très bien envisagé l'avenir, notamment l'électrification des véhicules. Il y aura donc potentiellement une synergie des marchés, avec un partage des plateformes, partage des technologies, partage des marchés. Mais du coup, je sais pas, mais je me pose la question de savoir qu'est-ce que le groupe PSA gagne concrètement dans l'histoire en fait. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est surtout le groupe FCA qui avait besoin d'un partenaire là tout de suite. Enfin bon, après, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est mon analyse perso non éclairée. Chers amis porschistes, et je sais que vous êtes nombreux, je sais que vous appréciez la boîte PDK. Cette transmission automatique de Porsche est mondialement, et de façon générale, appréciée. Et pourtant, je le sais que pour beaucoup d'entre vous, vous regrettez la lointaine époque où les boîtes manuelles, étaient la seule possibilité. Eh bien, mes amis, Porsche vous a écouté. En effet, le constructeur allemand va sortir une boîte manuelle sur certains modèles de sa Porsche 911 type 992, mais seulement sur certains marchés. Et visiblement, la France n'en fait pas partie pour le moment. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette future boîte manuelle à 7 rapports, devrait apparaître dès 2020 sur les Porsche 911 type 992 Carrera S et Carrera 4S. Après oui, forcément, avec une boîte manuelle, tu perds en performance. Après, ça reste léger, hein, faut pas non plus, bref. Mais bon, tu gagnes tellement en bonheur et en plaisir de conduite. Full control. C'est quand même cool de voir que la boîte méca fait un petit comeback et n'est pas morte et enterrée. L'Alfa Romeo 4C ne sera plus produite. Ouais, je sais pas comment vous le dire autrement. La marque, qui fait partie du groupe FCA d'ailleurs, vient d'officialiser la mort de la 4C. Coupé et Spider, évidemment. Lancée en 2013, la petite sportive italienne aux 4 cylindres aura eu une belle vie quand même, 7 ans, c'est pas trop mal. Même si le pays de l'oncle Sam était un petit peu visionnaire dans l'histoire et avait déjà stoppé la commercialisation de la sportive italienne dès 2018. Après, je sais pas, mais moi je trouve ça quand même un petit peu dommage, car bon, ça sonne quand même le glas des petites sportives légères et relativement abordables. Après, tu peux toujours en acheter une, si tu veux, tout du moins s'il en reste dans les concessions, mais d'après ce que j'ai compris, il y en a pas des masses. Mais bon, si t'en voulais une, pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant? À moins que, peut-être qu'ils vont casser les prix à la fin, je sais pas comment ça se passe, tiens. Mais enfin bon, tout ça, ça fait partie de la nouvelle stratégie d'Alfa Romeo, ou plutôt du groupe FCA, de se focaliser davantage sur les SUV. D'ailleurs, t'as un petit SUV chez Alfa Romeo qui arrive en 2021, je pense, le Tonal ou Tonale, je sais pas comment on prononce ça. Est-ce que la très probable fusion entre le groupe FCA et le groupe PSA aura des répercussions sur la gamme Alfa Romeo? Très probablement. En revanche, calmos, ça se fera pas du jour au lendemain. Mesdames et messieurs,
Saviez-vous que le prochain classe G de Mercedes-Benz sera, vous l'avez deviné, vu les temps qui courent, eh bien il sera électrique. Enfin, il y aura une version électrique, hein. Il n'y aura pas que du 100% électrique au catalogue, bien évidemment. Mais c'est quand même marrant de voir cette tendance de l'électrification toucher des modèles qui, tout du moins dans ma tête, eh bien, sont aux antipodes de cette transition énergétique. Pour moi, le classe G, c'est une brute qui consomme, genre un H2 gentillet, la voiture du mafieux, ou du joueur de foot par excellence. Et le voir passer comme ça à l'électrification, bah écoute, franchement, ça me fait penser à une castration chimique. Après, on a le temps de voir venir, hein, vu que la nouvelle génération du classe G vient à peine d'être présentée en 2018. Donc bon, on a le temps de voir venir. Mais quand même. Et pendant ce temps, eh bien, t'as Elon Musk qui nous donne rendez-vous le 21 novembre pour nous présenter son Cybertruck. Son pick-up 100% électrique, quoi. Si vous le voulez bien, passons maintenant au Comes Time. Alors avant toute chose, la question pour le prochain épisode. L'arrêt de la commercialisation de l'Alfa Romeo 4C, qu'est-ce que ça vous inspire? L'Alpine A110 et la Porsche Cayman 718 perdent une serette quand même. À vos claviers. Dans le dernier épisode, eh bien, je vous demandais quel était votre avis sur cette rumeur de nouvelle Ford GT plus puissante qui viendrait reprendre la suprématie dans la gamme Ford. Et voici vos réactions. Étant un grand fan et possesseur de Ford américaine, le V8 est essentiel pour la Ford GT. Cette motorisation offre le vrai son de l'iconique GT40. De plus, la Ford GT est à l'origine une voiture de course. De ce fait, la rendre plus puissante et légère, si possible, dans le but d'optimiser ses performances, fait partie de son ADN. Alors, en effet, c'est un des grands reproches, son V6 EcoBoost. Et pourtant, lorsqu'ils l'ont sorti, je ne pense pas qu'ils avaient en tête la réduction des émissions, etc., etc. Alors que maintenant, c'est de plus en plus compliqué de caser un V8 là-dedans. Et pourtant, je suis d'accord avec ce que tu dis. Un V6 EcoBoost au sommet de la gamme, eh bien, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Dommage vis-à-vis du nom et vis-à-vis de l'histoire de la Ford GT. Concernant Ford et leur GT et Shelby GT500, personnellement, cette course à la puissance m'importe peu. La Shelby est faite pour les lignes droites, la GT pour l'efficacité. Alors c'est difficile de te contredire. Il y en a une qui semble être davantage réservée au marché américain avec ses longues lignes droites, ses drag races, etc. Et l'autre a plutôt une vocation internationale et se doit de satisfaire tous les clients en tant que supercar en fait. Donc forcément il faut que la Ford GT soit efficace. Mais l'histoire ne nous dit pas si la Ford Shelby GT500 n'est pas efficace elle aussi, en plus d'être foutrement rapide en ligne droite. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à la faire partager autour de vous, hein, c'est très important. Et d'ailleurs, un grand merci encore une fois à vous de participer à chaque fois au Comes Time. Vraiment, ça me rend fier et ému de voir votre engagement, de voir vos commentaires, que vous êtes une communauté loquace, une communauté engagée. Vraiment, ça fait super plaisir. Puis bon, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Il y a tout un tas de vidéos que vous n'avez pas vues, j'en suis persuadé, comme par exemple celle-là, ou encore celle-ci. Quant à la vidéo en haut à droite, eh bien, l'algorithme YouTube estime qu'elle va vous plaire. Mais surtout les amis, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.